Le journal. Bonsoir à tous. Les titres du journal. La communauté internationale célèbre ce 8 septembre 2020 la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « L'alphabétisation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie ». Objectif, vulgariser l'importance de l'alphabétisation auprès du grand public. Risque de prison pour les gendarmes affichant de mauvais comportements dans l'exercice de leurs fonctions. Le temps vient d'être donné par le commandant en chef de la gendarmerie nationale lors de sa cérémonie de prise de contact au camp du Gros Bouquet. Et puis, l'actualité hors de nos frontières au Mali, réouverture à la CPI du procès du djihadiste Al-Hassan, accusé présumé dans la destruction des mosquées en 2012. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur Radio Gabon, la référence. En ouverture de ce journal, la planète entière célèbre ce 8 septembre 2020 la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « L'alphabétisation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie ». Et axé sur les jeunes et les adultes, au Gabon, l'événement n'est pas passé sous silence. Occasion pour le ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies de l'éducation nationale chargé de la formation civique, Camélien Tuntum Leclerc, de visiter le centre d'alphabétisation de derrière la prison. Une projection sur l'état des lieux des centres d'alphabétisation au Gabon a été faite et les perspectives. Edgar Kaba. C'est dans une des salles de réunion des formateurs flambant neufs du centre d'alphabétisation situé derrière la prison de Libreville que Frédéric Dombetoé, directeur général de l'alphabétisation et éducation à la citoyenneté, a fait l'état des lieux des centres d'alphabétisation au Gabon, face au ministre délégué Camélien Tuntum Leclerc. Il existe à ce jour un centre d'alphabétisation publique opérationnel sur toute l'étendue du territoire. Et ces centres sont répartis de la manière suivante. L'estuaire, nous avons 4. Au Togo, nous avons un centre à Mwanda. Dans le Gouévindo à Makokou. Dans la Nyanga à Chibanga. Le Goué maritime, nous avons 2 centres. Au Olinter, nous avons un centre à Oyem et un autre à Habitat. Un des formateurs au centre d'alphabétisation d'Ekebe nous a aussi parlé de leur réalité sur le terrain. Franck Babika. Nous avons plusieurs catégories d'apprenants. Il y en a qui sont enregistrés dans le cadre de la rémédiation. Il s'agit là des élèves qui ont quitté le banc de l'école un peu plus tôt. Il est question pour nous de les remettre dans le bain et pourquoi pas les renvoyer dans le circuit normal d'éducation. L'alphabétisation d'Akebe, comme vous dites. Et il est dans quel état ce centre? L'état est vraiment à déplorer. Au niveau des installations, il y a par exemple un problème d'eau. Concernant le matériel didactique aussi, on est parfois obligé de se battre nous-mêmes en tant que formateurs pour pouvoir remplir notre tâche. Les défis à relever sont donc énormes et réalisables. Le ministre délégué à l'éducation nationale a profité de l'occasion pour encourager les efforts des formateurs des centres d'alphabétisation et dit les projets du gouvernement pour améliorer les conditions de vie d'apprentissage au sein des centres d'alphabétisation du Gabon. Camélien Tuntum est au micro d'Edgar Kaba. Il est d'abord, à mon sens, fondamental de rappeler que le Gabon célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la 54e journée de l'alphabétisation dont le thème est enseignement et apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due au Covid et au-delà. Et ma présence sur ces lieux démontre déjà de la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations par une politique d'alphabétisation à la fois pour les adultes, mais n'oublions pas ici, nous avons aussi des apprenants qui sont des jeunes. Nous avons conscience que l'alphabétisation est un outil d'autonomisation pour nos populations. Ici, quand vous êtes au centre d'alphabétisation, il n'y a pas de discrimination. Que vous soyez gabonais ou pas, que vous soyez une femme ou un homme, que vous soyez jeune ou adulte, vous avez la possibilité d'apprendre. Et ça, c'est fondamental pour des personnes qui aspirent à améliorer leurs conditions
conditions de vie et qui ont un projet qui leur est propre. Maintenant, nous avons également conscience avec le professeur Patrick Mugama Daouda qu'il faut optimiser. Comme nous l'avons fait pour l'éducation nationale en général, vous avez vu avec l'organisation du bac, il faut aussi emmener au niveau des centres de formation d'alphabétisation des nouvelles mesures pour dynamiser et permettre aux apprenants d'avoir un apprentissage d'alphabétisation de qualité. Donc ça emmène également à l'initiation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais tout ça fera l'objet d'une stratégie et nous allons pouvoir travailler dans le détail avec la directrice, la DGK et tous les formateurs. Il faut rappeler que l'objectif visé par l'UNESCO est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Caroline Assoumou Mombe. La Journée internationale de l'alphabétisation sert à reconnaître l'importance de l'alphabétisation et reconnaître la nécessité de créer une communauté alphabétisée à l'échelle mondiale. L'alphabétisation désigne la capacité d'une personne à lire ou à écrire, une capacité qui relie et habilite les gens, leur permettant de communiquer et d'interagir avec le monde et que les Nations Unies considèrent comme un droit humain fondamental. Aujourd'hui, environ 16% de la population mondiale, dont les 2/3 sont des femmes, est incapable de lire ou d'écrire à un niveau élémentaire dans sa langue maternelle. L'analphabétisme dans presque toutes les régions du monde a été lié à des problèmes socio-économiques tels que la pauvreté, des facteurs démographiques et le genre. Pour lutter contre l'analphabétisme, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a créé la Journée internationale de l'alphabétisation en 2020. En 2015, l'UNESCO a souligné l'importance de l'alphabétisation sur le développement et a promis que d'ici 2030, elle veillera à ce que tous les jeunes et une proportion substantielle d'adultes, hommes et femmes, soient alphabétisés. Cependant, l'objectif de l'alphabétisation pour tout enfant, jeune et adulte n'a toujours pas été atteint. On parle baccalauréat dans ce journal à 48 heures de la délibération des résultats du second tour. La rédaction de Radio Gabon est allée dans plusieurs centres d'examen de la capitale pour s'imprégner des conditions de déroulement du second tour du bac. Prenons la température au centre Bessieux et à Immaculée Conception avec Raymond Savo de Santa Fe. Ils étaient plus de 1000 candidats toutes séries confondues à affronter les épreuves orales du second tour de la session baccalauréat 2020. Après avoir sillonné plusieurs centres d'examen du Grand Libreville, un constat se dégage. Le deuxième tour du bac s'est déroulé sans anicroche tel que l'explique Christ-Olivier Mpaga, président de jury au centre collège-lycée Monseigneur Bessieux. Nous avons enregistré 375 admissibles. Le centre d'examen abritait les séries B avec 800 candidats. Le second tour a commencé le dimanche 6 septembre et s'achève le 8 septembre. Le déroulement des examens du second tour, qui est un examen essentiellement oral, tout se passe dans de bonnes conditions. Les candidats répondent présents dès le matin et ceux de l'après-midi aussi. Les collègues examinateurs répondent eux aussi présents. Grosso modo, je dirais que au centre dont j'assure la présidence de jury, tout se passe très bien. Pas très loin de ce centre d'examen se trouve l'Institut Immaculée Conception de Libreville. L'établissement recevait également les admissibles, encadrés par un corps enseignant rompu à la tâche. Marthe Foster, président du centre. Nous donnons des conseils aux candidats, ce sont des rappels qu'ils ont déjà reçus en cours d'année, puisque le principe est de choisir les matières dans lesquelles ils n'ont pas eu la moyenne. Parce que souvent, on constate que si vous avez, par exemple, 12 en maths, vous reprenez les mathématiques, même si vous êtes très bon, il n'est pas certain que vous ayez une note supérieure. Donc, le choix se porte plus sur les matières déficitaires. De toutes les matières choisies, nous avons eu 87 candidats qui ont choisi la philosophie. Nous n'avons pas enregistré d'absence ni d'incident. L'épisode bac 2020 prend fin ce jeudi 10 septembre avec la délibération des résultats du second tour de ce sésame qui ouvre les portes du supérieur.
Direction l'intérieur du pays à Bakumba dans le Haut-Ogooué pour parler de la fin des cours de vacances organisés tout au long du mois d'août par le Parti démocratique gabonais au profit des élèves du primaire et du secondaire de la dite localité. La cérémonie de clôture s'est déroulée devant un parterre de personnalités invitées pour la circonstance, occasion pour les organisateurs d'offrir à l'ensemble des élèves ayant pris part au cours des kits scolaires et des attestations de participation. Plus de précisions avec vous, Guy Karel Boukwana Mongala. À l'esplanade de l'école catholique Saint-Michel de Bakumba, ils étaient plus de 400 élèves du primaire et du secondaire à recevoir des mains du promoteur des cours de vacances Les Cocos 2020, Juste Rock Atanandali, des attestations de participation et des kits scolaires lors de cette cérémonie de clôture. Occasion pour le maire de la commune de saluer à nouveau l'initiative du Parti démocratique gabonais. Jonas Limete, maire de Bakumba. Il me plaît à cette occasion de remercier du fond du cœur le mécène, l'organisateur de ce cours, de lui exprimer ma profonde gratitude d'avoir pensé aux jeunes du département de Le Coco pour ces cours, éloignant ces jeunes de l'oisiveté et de fléaux de tous bords qui minent notre société. Le conseiller pédagogique Sébastien Makita, qui a coordonné les enseignements tout au long de ces cours de soutien, est revenu sur l'organisation mise en place. Au niveau du secondaire, nous avions donc 4 niveaux avec 6 sections et un effectif de 4 enseignants imposant un système de turnover. L'emploi du temps a été adapté pour la circonstance. Pour l'encadrement pédagogique, c'était les visites de classe. Le membre du comité central du Parti démocratique gabonais, Juste Rock Atanandali, a pour sa part précisé le contexte dans lequel ces cours de soutien ont été organisés. N'en sont remerciés les cadres du parti pour leur implication. Il est nullement besoin de rappeler que cette année académique 2019-2020 a été fortement perturbée par la pandémie actuelle de la Covid-19, obligeant ainsi les plus hautes autorités du pays à suspendre les cours sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc pour accompagner nos jeunes enfants que nous avons jugé important et nécessaire d'organiser les cours de soutien au profit des élèves du primaire et du secondaire de notre département. Pour rappel, cette cérémonie de clôture des cours de soutien s'est déroulée en présence des parents des apprenants et des responsables politico-administratifs du département de Les Cocos, dont le préfet Alain Maïssa Golbert. Depuis le quartier Lelalao à Bakumba, Gikarel Boukwana Mongala pour Radio Gabon, la référence. On parle de la journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques célébrée ce mercredi 9 septembre 2020. C'est une journée pas très connue mais qui a une importance particulière car elle vise à protéger les élèves et les enseignants. Cette protection passe par la préservation des structures scolaires. Nick Jocelyn Mfouba. En proclamant la journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques, les Nations Unies envoient un message clair concernant l'importance de préserver les écoles et les universités en tant que lieu de protection et de sécurité pour les élèves et leurs enseignants, et la nécessité de maintenir l'éducation en tête des politiques publiques. Cela reste une priorité. Actuellement, dans le monde, plusieurs gouvernements continuent la lutte contre la Covid-19, une pandémie qui a entraîné la fermeture des écoles et des universités pour plus de 90% de la population scolaire et universitaire. La résolution de l'Assemblée générale de l'ONU affirme que les gouvernements ont la responsabilité première de fournir une protection de qualité, inclusive et équitable, à tous les niveaux et à tous les apprenants, et en particulier ceux qui se trouvent dans des situations vulnérables. Elle souligne en outre la nécessité d'intensifier les efforts et d'augmenter le financement pour promouvoir des environnements scolaires sûrs et des protecteurs dans les situations d'urgence humanitaire. Sous un autre angle, les conflits armés constituent l'un des obstacles à l'éducation. Durant ces moments, les écoles et les universités, des lieux favorisant le développement et la paix, sont attaqués par des extrémistes pour répandre la peur et endoctriner de nouvelles recrues. Face à un tel chaos, les enfants, les élèves, les étudiants et les enseignants sont privés de leurs droits d'accès à une éducation équitable. Au regard d'un tel constat, cette journée arrive à point nommé.
Sur le front social, au lendemain des travaux sur la révision du Code du travail initié par le ministère en charge de ces questions, plusieurs voix s'élèvent, des voix positives qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de divorce entre l'État et les partenaires sociaux, car le ministre Madeleine Baird a montré toute sa volonté à travailler avec eux. Écoutons Louis Jocelyn Goma, président du groupe des travailleurs de la plénière, joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. On ne peut pas présager d'un divorce avant d'avoir été marié. Depuis que nous avons pris l'initiative de façon conjointe de collaborer en termes de partenaires sociaux dans le cadre de la Convention 144, notamment le dialogue social dans le cadre du tripartisme, le gouvernement manifeste jusqu'à maintenant la volonté de vouloir être transparent. Et je l'ai dit dans le discours de clôture, au regard de la qualité des participants non seulement, mais également au regard de l'attitude adoptée par le gouvernement, il y a une transparence qui nous laisse croire, qui nous laisse espérer que la sincérité est du côté de l'administration. La preuve, le ministre de tutelle, contre toute attente, a pris l'engagement formel de nous associer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au paraphe de la mouture finale qui sera mis dans le circuit de la mise à jour du dispositif législatif et réglementaire. Donc vous comprenez que les travailleurs ne peuvent être qu'heureux face à une telle volonté de la part de l'administration d'être transparent. Et dans les propos du ministre, d'ailleurs, nous avons été très surpris que le discours du ministre, c'était pas un discours qui a été rédigé, parce que j'étais assise à ses côtés, elle a pris des notes à chaque passage, je l'ai constaté, et donc c'est sur ces notes que Madame le ministre a répondu, à mon sens, avec le cœur. Et justement, c'est cette réaction qui a d'ailleurs soulevé une salve d'applaudissements dans la salle. Je pense que tous les participants ont eu la même perception que moi, c'est-à-dire que les participants ont lu la volonté du ministre de vouloir véritablement avoir les partenaires sociaux comme une force de proposition. Et puis du côté de la gendarmerie nationale, le nouveau commandant en chef, le général Hugues Baraswaga, a procédé ce matin à la traditionnelle cérémonie de prise de contact avec les troupes dont il a désormais la charge, un événement qui lui a permis d'inviter les gendarmes au respect de l'éthique et de la déontologie qui guident leur action au quotidien. Gaël Mbimba Okoko. Sur le carré d'âme, le général Hugues Baraswaga, commandant en chef, prend les commandes. Il demande la levée des couleurs, puis procède à la revue de troupes. La tradition est donc respectée. La cérémonie de prise de contact du nouveau co-chef est une occasion propice pour remettre de l'ordre en rappelant aux gendarmes les comportements blâmables qui ternissent l'image de ce corps d'élite. Le général Hugues Baraswaga, commandant en chef de la gendarmerie nationale. Officiers, sous-officiers, comment justifier les comportements rétrogrades récurrents émanant de certains officiers et sous-officiers? Je cite, absentéisme chronique, abandon des postes, désertion en temps de paix, interpellation et garde à vue arbitraire, ivresse publique et manifeste, extorsion des fonds, propos inconvenants et mensongers envers les supérieurs hiérarchiques, propagation de fausses informations et usage malveillant des réseaux sociaux. Tous ces comportements sont aux antipodes de notre identité et qualité de gendarme. Redorer le blason de la gendarmerie nationale gabonaise, l'un des objectifs de Hugues Baraswaga qui, dans son allocution de plus de 20 minutes, invite les agents de force de l'ordre indélicats à vite se raviser au risque de goûter à la prison militaire qui est désormais en vigueur dans l'estuaire. À partir de maintenant, tout sera mis en œuvre pour combattre l'indiscipline. Comme première mesure, je vous annonce la réinstauration des jours de prison pour tout militaire puni d'arrêt de rigueur. Ces jours de privation de liberté seront exécutés dans les locaux de la police militaire pour les personnels de Grand Libreville et de la compagnie de l'estuaire. Pour les autres unités de l'intérieur du pays, nous sommes en étude. Pour finir, le nouveau patron de la gendarmerie nationale a renvoyé tous les agents à se souvenir du serment judiciaire et administratif qu'il prononce. On parle santé dans ce journal pour faire face à la survenue brutale des maladies émergentes et infectieuses, à l'exemple du coronavirus qui sévit aujourd'hui dans le monde. Le gouvernement vient de décider de la transformation de l'ancien hôpital pédiatrique d'Ovendo en institut des maladies infectieuses. La décision a été annoncée par le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, lors de son passage devant les députés. Bernadette Zanheyi s'est rendue sur ce site, suivant son reportage.
Devenu depuis plusieurs années un lieu de basse besogne pour plusieurs riverains, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo va enfin connaître une réhabilitation. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda, a annoncé la transformation de cette structure en un institut des maladies infectieuses. Une décision saluée par les riverains. C'est une bonne initiative de transformer l'hôpital pédiatrique en un centre. Au lieu de le casser, c'est une bonne structure, mieux vaut l'arranger. Très bonne idée qu'on puisse rapprocher un laboratoire du CH d'Ovendo. Comme ça va pousser aux gens de ne pas trop aller en ville. Ceux qui ont la possibilité de venir au CHU viendront. Un vieux bâtiment comme ça, ce sont des millions qui sont gaspillés. Il y a déjà des fissures à l'intérieur. Il faut débloquer des moyens pour revoir l'état du bâtiment. Donc nous sommes contents. Maintenant que le gouvernement décide de le faire, c'est une très bonne chose. Ça va beaucoup aider les étudiants aussi dans leurs recherches. L'état de délabrement très avancé de l'ancien HPO, dépouillé de son équipement, devrait être au moment où le gouvernement va à nouveau injecter des moyens dans cette structure, interpellée sur la préservation des acquis. Gabon Santé, le traditionnel rendez-vous hebdomadaire qui traite des questions de santé et de bien-être sur Radio Gabon, reçoit ce mercredi 9 septembre 2020 à partir de 10h15 Nadia Kama-Boulamatare, responsable de la cellule violence basée sur les gens de l'ONG Femmes Vertueuses Eden. Il sera question avec Liliane Amion-Mendom et Greta Matsanga des violences intrafamiliales et confinement. Écoutons en avant-première un extrait de cette émission. La violence intrafamiliale, c'est tout acte de nature psychologique, verbale, physique, sexuelle, commis par l'un des membres d'une famille envers un ou plusieurs autres membres de cette même famille. Donc on parle ici d'un cadre, j'allais dire intime, intime, on appelle ça aussi la violence domestique. Et je vais évoquer ce qu'on appelle l'escalade de la violence, donc l'escalade de la violence intrafamiliale, parce que voilà, ça commence par la violence psychologique ou verbale. C'est toujours ça. L'agresseur veut asseoir sa domination. Souvent, on entend, quand on parle de violence intrafamiliale, « Ah non, mais moi, je suis pas une femme battue. Moi, mon mari ne me tape pas. » Bon, il ne tape peut-être pas avec des coups qu'on peut voir, qu'on peut, ressentir. Qu'on peut ressentir physiquement, mais il y a des coups qui sont portés au moral. Il y a des coups qui sont portés au moral, donc sur le plan psychologique et verbal, ça va souvent un peu ensemble. On peut vous faire mal, on peut vous détruire sans vous parler, sans vous frapper. Lorsque quelqu'un va agir comme si vous n'étiez pas là, voilà, vous ignorez dans votre maison, ça vous fait mal. Gabon Santé sur ce mercredi 9 septembre à partir de 10h15, rediffusion 20h15 avec nos présentateurs Liliane Amion-Mendom et Greta Matsanga. Et au pas de course, l'actualité hors de nos frontières, nous irons la chercher avec vous, Pakita Love-Dile Boumabika, au Mali et au Niger. Un premier témoin à la barre lors du procès du djihadiste Al-Hassan devant la CPI. Il s'agit du journaliste néerlandais qui a été interrogé ce matin par le procureur, puis par l'avocat des victimes et enfin l'avocate de l'accusé. Il a été principalement interrogé sur les photographies prises dans une banque de Tombouctou, qui à l'époque était le siège de la police islamique. L'ex-commissaire de police islamique de Tombouctou, Al-Hassan, pendant l'occupation de 2012, est jugé par la Cour pénale internationale depuis le 14 juillet 2020 et il est le deuxième djihadiste malien à y être jugé 4 ans après le procès d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, condamné pour destruction de mausolées. Et au Niger, c'est la capitale Niamey qui est sous les eaux après les pluies. L'eau est montée à un niveau jamais atteint, nous rapportent nos confrères sur place. Et au Niger, c'est la capitale Niamey qui est sous les eaux après des pluies. L'eau est montée jusqu'à un niveau jamais atteint, nous rapportent les confrères sur place. Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont fait céder les digues, provoquant des dégâts dans les rizières et sinistrant des milliers d'habitations. Dans l'hôpital national de la mort ancien CHU, le président Mahamadou Issoufou s'est rendu sur place ce matin pour consoler les victimes. Merci Pakita Love-Dile Boumabika. La page des sports de ce journal, c'est avec Jean-Claude Boussougou-Boulingui. En ouverture, le séminaire de formation sur le renforcement des capacités destinées aux journalistes sportifs locaux qui a débuté aujourd'hui à Lambaréné.
Ils sont près d'une trentaine à prendre part depuis ce matin, jusqu'à dimanche prochain à Lambaréné, au séminaire de formation des journalistes sportifs locaux. Au programme 8 modules et Jeune Elamba, l'un des formateurs anime l'atelier écriture radiophonique. Nous l'écoutons au micro de David Magena. Nous aurons atteint nos objectifs si nous parvenons à atteindre ceux que s'est fixé la Fédération gabonaise de football à travers le thème de ce stage, c'est-à-dire le journalisme sportif gabonais, l'exigence de qualité, retour aux fondamentaux dans un contexte de compétition. La presse sportive, comme la presse en général, comme d'ailleurs pour d'autres métiers, à l'exercice, on tombe très vite dans les travers de la routine. Et de temps en temps, il faut avoir un rappel pour aller de manière pointue vers les objectifs que s'assignent les différentes les structures, les administrations. C'est cela que nous faisons ici. La FEGAFOOT veut accompagner la presse sportive vers des résultats encore meilleurs que ce que nous avons aujourd'hui. Et dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de résultats, ce serait mentir. La presse sportive se porte suffisamment bien dans notre pays, mais il faut améliorer ses performances. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Nous aurons apporté quelque chose dans la mesure où nous atteindrons véritablement les objectifs que s'est assigné la FEGAFOOT. Nous restons dans le sport roi avec ces matchs amicaux qui s'annoncent ça et là. Gabon-Bénin, c'est pour le 10 octobre prochain aux Pays-Bas. Le Maroc, les 9 et 13 octobre, recevra respectivement le Sénégal et la République démocratique du Congo à Rabat et à huis clos. Les Lions de l'Atlas se préparent pour la double confrontation contre les Fauves de Bazou-Bangui de la République centrafricaine dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022. Les femmes à l'honneur, Simba SC, club tanzanien de première division, a désormais pour présidente Barbara Gonzalez, sur les traces de bien d'autres qui occupent d'importantes fonctions sur le continent. Citons l'actuelle présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, Isha Joassen, en poste depuis 2013, 7 ans aux commandes, et de l'Éthiopienne Lydia Tafese, brillante arbitre international FIFA, présente lors de 2 dernières coupes du monde féminine. Les sports de main, le handball, le prochain championnat du monde masculin de la discipline est prévu pour se jouer en Égypte du 14 au 31 janvier 2021 dans 2 villes, Le Caire et Alexandrie. Les représentants africains auront du pain sur la planche. Ils sont 6 au total. Algérie, Égypte, Tunisie, Maroc, RDC, Cap-Vert. Nous aurons donc dans le groupe A, Cap-Vert, Allemagne, Hongrie, Uruguay. Groupe B, Tunisie, Espagne, Brésil, Pologne. Angola, Japon, Qatar, Croatie, groupe C. RDC, Danemark, Argentine, Bahreïn, groupe D. Maroc, Portugal, Algérie, Islande, groupe F. Enfin, groupe G. Égypte, Suède, République tchèque. Jean-Claude Boussougou Boulingui du service des sports. À présent, le rappel des titres. La communauté internationale célèbre ce 8 septembre 2020 la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « L'alphabétisation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie ». Objectif, vulgariser l'importance de l'alphabétisation auprès du grand public. Risque de prison pour les gendarmes affichant de mauvais comportements dans l'exercice de leurs fonctions. Le ton vient d'être donné par le commandant en chef de la gendarmerie nationale lors de sa cérémonie de prise de contact au camp du Gros Bouquet. Et puis l'actualité hors de nos frontières au Mali, réouverture à la CPI du procès du djihadiste Al-Hassan, accusé présumé dans la destruction des mosquées en 2012. Fin de cette principale édition d'information de la soirée préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. La référence mise en onde Léopold Lombo, au montage Julien Makita, à la réalisation Fabien Guy au Canvelet. Je suis Rokia Monimé, merci de nous avoir suivis. À demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.